Oui, il voyageait à cause de son travail et il ne me donnait jamais de nouvelles. Puis il arrivait à l'improviste et disparaissait le jour même. Un véritable courant d'air. Elle s'est arrêtée et elle a levé son visage vers moi. Écoutez, un jour, s'il arrive dans l'atelier, vous ne pourriez pas me téléphoner en cachette? Je viendrai tout de suite. Je suis sûre qu'il m'ouvrira la porte. Elle sortait de la poche de son imperméable un bout de papier et me demandait si j'avais un stylo. Elle écrivait son numéro de téléphone. Appelez-moi à n'importe quelle heure, du jour et de la nuit, pour me prévenir. Et votre mari? Oh, mon mari. Elle a haussé les épaules. Apparemment, ce n'était pas un obstacle qui lui semblait insurmontable. Elle cherchait à retarder ce qu'elle appelait la rentrée en prison. Et nous avons fait un détour à travers des rues qui évoquent pour moi aujourd'hui une studieuse province. Ulm, Rateau, Claude Bernard, Pierre et Marie Curie. Nous avons traversé la place du Panthéon, lugubre sous la lune, et je n'aurais jamais osé la franchir seule. Avec le recul des années, il me semble que le quartier était désert, comme après un couvre-feu. D'ailleurs, cette soirée d'il y a presque 30 ans revient souvent dans mes rêves. Je suis assis sur le canapé à côté d'elle, si distante que j'ai l'impression d'être en compagnie d'une statue. À force d'attendre, elle s'est sans doute pétrifiée. Une lumière estivale de fin de jour baigne l'atelier. Les photos de Robert Capa et de Colette Laurent ont été enlevées du mur. Plus personne n'habite ici. Janson est parti au Mexique. Et nous continuons à attendre pour rien. Au bas de la montagne Sainte-Geneviève, nous nous sommes engagés dans une impasse, la rue d'Écosse. Il s'était mis à pleuvoir, elle s'est arrêtée devant le dernier immeuble, la porte cochère était grande ouverte, elle a posé un doigt sur ses lèvres et m'a entraîné dans le couloir de l'entrée. Elle n'a pas allumé la minuterie. Il y avait un ray de lumière au bas de la première porte à gauche qui donnait sur le couloir. « Il est déjà là, m'a-t-elle chuchoté à l'oreille. Je vais me faire tabasser. » Ce mot m'a surpris dans sa bouche. La pluie tombait de plus en plus fort. « Je ne peux même pas vous prêter un parapluie. » Je gardais les yeux fixés sur le ray de lumière, j'avais peur de le voir sortir. « Vous devriez rester dans le couloir en attendant la fin de l'averse. Après tout, mon mari ne vous connaît pas. » Elle me pressait la main. « Si jamais Francis revient, vous me prévenez tout de suite, c'est promis. » Elle a allumé la minuterie et elle a enfoncé la clé dans la serrure. Elle m'a lancé un dernier regard. Elle est entrée et je l'ai entendue dire d'une voix mal assurée « Bonjour Gilles !» L'autre restait silencieux. La porte s'est refermée. Avant que la minuterie s'éteigne, j'ai eu le temps de remarquer au mur du couloir leur boîte aux lettres parmi les autres. Il y était inscrit en caractères rouges et contournés « Nicole et Gilles, mime poète ». Le bruit d'un meuble qui tombait. Quelqu'un est venu se cogner contre la porte. La voix de Nicole. « Laisse-moi !» On aurait dit qu'elle se débattait. L'autre demeurait toujours silencieux. Elle poussait un cri étouffé comme s'il l'étranglait. Je me suis demandé si je ne devais pas intervenir, mais je restais immobile dans l'obscurité sous le porche. La pluie avait déjà formé une flaque devant moi au milieu du trottoir. Elle a crié « Laisse-moi !» plus fort que la première fois. Je m'apprêtais à frapper contre la porte, mais le ray de lumière s'est éteint.
Au bout d'un instant, le crissement d'un sommier, puis des soupirs, et la voix rauque de Nicole qui disait encore « Laisse-moi ». Il continuait de pleuvoir, pendant qu'elle poussait des plaintes saccadées et que j'entendais le crissement du sommier. Plus tard, la pluie n'était plus qu'une sorte de crachin. J'allais franchir la porte cochère quand la minuterie s'est allumée derrière moi. Ils étaient tous les deux dans le couloir et il tenait à la main sa valise. Son bras gauche entourait l'épaule de Nicole. Ils sont passés et elle a fait semblant de ne pas me connaître. Mais au bout de la rue, elle s'est retournée et m'a adressé un léger signe de la main. Un après-midi ensoleillé de mai, Janson m'avait surpris dans mon travail. Je lui avais parlé de Nicole, et il m'écoutait d'un air distrait. « Cette petite est très gentille, m'avait-il dit, mais j'ai l'âge d'être son père. » Il ne comprenait pas bien en quoi consistait l'activité de son mari, et, au souvenir de cette soirée où il l'avait vue gifler Nicole dans le restaurant, il s'étonnait encore qu'un mime soit aussi agressif. Lui, il imaginait les mimes avec des gestes très lents et très doux. Nous étions sortis tous les deux et nous avions à peine fait quelques pas quand j'ai reconnu la silhouette en faction au coin de la rue bordée de hauts murs qui traversent le cimetière. Le mime Gilles. Il portait une veste et un pantalon noir avec une chemise blanche échancrée dont le col large cachait les revers de sa veste. « Tiens, voilà une vieille connaissance, m'a dit Janson. » Il attendait que nous passions devant lui, les bras croisés. Nous avancions sur l'autre trottoir en faisant semblant de l'ignorer. Il a traversé la rue et il s'est planté au milieu du trottoir où nous marchions, les jambes légèrement écartées. Il croisait les bras de nouveau. « Vous croyez qu'il va falloir se battre ?» m'a demandé Janson. Nous arrivions à sa hauteur et il nous barrait le passage en sautillant, de gauche et de droite comme un boxeur prêt à frapper. Je l'ai bousculé, sa main gauche s'est abattue sur ma joue, d'un geste mécanique. « Venez, m'a dit Janson, et il m'entraînait par le bras. L'autre s'est tourné vers Janson. « Vous, le photographe, vous ne perdez rien pour attendre. » Sa voix avait le timbre métallique et la diction trop appuyée de certains sociétaires de la Comédie-Française. Nicole m'avait expliqué qu'il était aussi comédien et qu'il avait enregistré lui-même sur la bande sonore de son spectacle le dernier texte et qu'il avait enregistré lui-même sur la bande sonore de son spectacle le dernier texte, un long passage du Burrois d'Alfred Jarry. Il y tenait beaucoup, paraît-il. C'était le morceau de bravoure et le bouquet final de son numéro. Nous avons continué de marcher vers la place d'Enfer Rochereau. Je me suis retournée. De loin, sous le soleil, on ne distinguait que son costume noir et ses cheveux bruns. Était-ce le voisinage du cimetière ? Il y avait quelque chose de funèbre dans cette silhouette. « Il nous suit ?» m'a demandé Janson. « Oui. » Alors il m'a expliqué que 20 ans auparavant, le jour où il avait été victime d'une rafle à la sortie de la station Georges V, il était assis dans la voiture du métro, en face d'un homme brun en complet sombre. Il l'avait d'abord pris pour un simple voyageur, mais, quelques minutes plus tard, l'homme se trouvait dans l'équipe de policiers qui les avait emmenés au dépôt, lui et une dizaine d'autres personnes. Il avait vaguement senti que l'homme le suivait dans le couloir du métro. Le mime Gilles, avec son costume noir, lui rappelait ce policier. Il nous suivait toujours, les mains dans les poches. Je l'entendais siffler un air
qui me faisait peur du temps de mon enfance. Il était un petit navire. Nous nous sommes assis à la terrasse du café où j'avais rencontré Janssen pour la première fois. L'autre s'est arrêté sur le trottoir à notre hauteur, et il a croisé les bras. Janssen me l'a désigné du doigt. Il est aussi collant que le policier d'il y a 20 ans, a-t-il dit. D'ailleurs, c'est peut-être le même. Le soleil m'éblouissait, dans la lumière crue et scintillante, une tache noire flottait devant nous. Elle se rapprochait. Maintenant, le mime Gilles se découpait à contre-jour. Allait-il nous faire l'une de ces pantomimes en ombre chinoise sur un poème de Tristan Corbière? Il était là, debout devant notre table, il a haussé les épaules, et d'une démarche hautaine, il s'est éloigné en direction de la gare de Denfert-Rochereau. « Il est temps que je quitte Paris, a dit Janssen, car tout cela devient fatigant et ridicule. » À mesure que je me rappelle tous ces détails, je prends le point de vue de Janssen. Les quelques semaines où je l'ai fréquenté, il considérait les êtres et les choses de très loin, et il ne restait plus pour lui que de vagues points de repère et de vagues silhouettes. Et, par un phénomène de réciprocité, ces êtres et ces choses, à son contact, perdaient leur consistance. Est-il possible que le mime Gilles et sa femme vivent encore aujourd'hui quelque part? J'ai beau essayer de m'en persuader et d'imaginer la situation suivante, je n'y crois pas vraiment. Après 30 ans, je les rencontre dans Paris. Nous avons vieilli tous les trois, nous nous asseyons à une terrasse de café et nous évoquons paisiblement le souvenir de Janssen et du printemps de 1964. Tout ce qui me paraissait énigmatique deviendrait clair et même banal. Ainsi, la soirée où Janssen avait réuni quelques amis dans l'atelier, juste avant son départ pour le Mexique, ce pot d'adieu, comme il disait en riant. Au souvenir de cette soirée, j'éprouve le besoin de retenir des silhouettes qui m'échappent et de les fixer comme sur une photographie. Mais après un si grand nombre d'années, les contours s'estompent. Un doute de plus en plus insidieux corrode les visages. 30 ans suffisent pour que disparaissent les preuves et les témoins. Et puis j'avais senti sur le moment que le contact s'était relâché entre Janssen et ses amis. Il ne les reverrait plus jamais et ne paraissait pas en être du tout affecté. Eux, ils étaient sans doute surpris que Janssen les ait invités, alors qu'il ne leur avait pas donné signe de vie depuis longtemps. La conversation s'amorçait pour retomber aussitôt, et Janssen semblait si absent, lui qui aurait dû être le lien entre tous ces gens. On aurait cru qu'ils se trouvaient par hasard dans une salle d'attente. Leur petit nombre accentuait encore le malaise. Ils étaient 4. Assis à une distance très grande les uns des autres, Janssen avait dressé un buffet qui contribuait au caractère insolite de cette soirée. Par moments, l'un d'eux se levait, marchait vers le buffet pour se servir un verre de whisky ou un biscuit salé, et le silence des autres enveloppait cette démarche d'une solennité inhabituelle. Avaient été conviés au pot d'adieu les Meyendorff, un couple d'une 50aine d'années que Janssen connaissait de longue date, puisque j'avais répertorié une photo où il figurait dans un jardin avec Colette Laurent. L'homme était brun, mince, le visage fin, et il portait des lunettes teintées. Il s'exprimait d'une voix très douce et m'avait témoigné de la gentillesse, au point de me demander ce que je comptais faire dans la vie. Il avait été médecin, mais je crois qu'il n'exerçait plus. Sa femme, une brune de petite taille, les cheveux ramenés en chignon et de hautes pommettes, avait l'allure sévère d'une ancienne maîtresse de ballet et un léger accent américain. Les 2 autres convives étaient Jacques Bess et Eugène Decker, auxquels j'avais répondu à plusieurs reprises au téléphone en l'absence de Janssen. Jacques Bess
avait été un musicien talentueux dans sa jeunesse. Eugène Decker consacrait ses loisirs à la peinture et avait aménagé un immense grenier dans l'île Saint-Louis. Note en bas de page. J'ai appris par la suite que Jacques Besse avait composé la partition des Mouches de Jean-Paul Sartre et la musique du film Dédé d'Anvers. Les dernières adresses que j'ai pu retrouver de lui sont 15 rue Hégésippe Moreau, Paris 18e, et Château de la Chênaie, Chaille, Loir-et-Cher. Téléphone 27. Eugène Decker a fait plusieurs expositions. Il est mort à Paris en 1977. Son adresse était 25 quai d'Anjou, Paris. Reprise. Eugène Decker consacrait ses loisirs à la peinture et avait aménagé un immense grenier dans l'île Saint-Louis. D'origine belge, il jouait pour gagner sa vie les seconds rôles dans des films anglais de série B, car il était bilingue. Mais tout cela je l'ignorais sur le moment. Ce soir-là, je me contentais de les observer sans me poser beaucoup de questions. J'avais l'âge où l'on se trouve souvent entraîné dans de curieuses compagnies, et celle-là, après tout, n'était pas plus étrange que d'autres. Vers la fin de la soirée, l'atmosphère s'est détendue. Il faisait encore jour, et Eugène Decker, qui essayait de mettre un peu d'animation, a proposé que nous prenions un verre dehors, sur le banc, devant l'atelier. Nous sommes tous sortis en laissant la porte de l'atelier entr'ouverte. Aucune voiture ne passait plus rue Froidevaux. On entendait les feuillages frissonner sous la brise de printemps et la rumeur lointaine de la circulation vers d'Enfer-Rochereau. Decker apportait un plateau chargé d'apéritifs. Janssen, derrière lui, traînait l'un des fauteuils de l'atelier qu'il disposait au milieu du trottoir. Il le désignait à madame de Meyendorff pour qu'elle y prenne place. C'était brusquement le Janssen d'autrefois, celui des soirées en compagnie de Robert Capa. Decker jouait au maître d'hôtel, son plateau à la main, lui aussi avec ses cheveux bruns bouclés et sa tête de corsaire, on l'imaginait bien, participant à ces soirées agitées que m'avait racontées Janssen, et au cours desquelles Capa l'entraînait dans sa Ford verte. Le malaise du début de la soirée se dissipait. Le docteur de Meyendorff était sur le banc aux côtés de Jacques Besse et lui parlait de sa voix douce. Debout sur le trottoir et tenant leur verre, comme pour un cocktail, madame de Meyendorff, Janssen et Decker poursuivaient une conversation. Madame de Meyendorff a fini par s'asseoir là en plein air sur le fauteuil. Janssen s'est retourné vers Jacques Besse. « Tu nous chantes, Cambriole ?» Ce morceau, composé à 22 ans, avait jadis attiré l'attention sur Jacques Besse. Il avait même fait figure de chef de file d'une nouvelle génération de musiciens. Non, je n'ai pas envie. Il a eu un sourire triste. Il ne composait plus depuis longtemps. Leurs voix se mêlaient maintenant dans le silence de la rue. Celle très douce et très lente du docteur de Meyendorff, la voix grave de sa femme, celle, ponctuée de grands éclats de rire, de Decker. Seul
Jacques baisse, son sourire aux lèvres, restait silencieux sur le banc, à écouter Meyendorff. Je me tenais un peu à l'écart, et je regardais vers l'entrée de la rue qui coupe le cimetière. Peut-être le mime Gilles allait-il faire son apparition et se tenir à distance, les bras croisés, croyant que Nicole viendrait nous rejoindre. Mais non. À un moment, Janssen s'est approché et m'a dit « Alors, content ? Il fait beau ce soir. La vie commence pour vous. » Et c'était vrai. Il y avait encore toutes ces longues années devant moi. Janssen m'avait parlé à plusieurs reprises des Meyendorff. Il les avait beaucoup fréquentés après les disparitions de Robert Capa et de Colette Laurent. Madame de Meyendorff était une adepte des sciences occultes et du spiritisme. Le docteur de Meyendorff, j'ai retrouvé la carte de visite qu'il m'avait donnée à l'occasion de ce pot d'adieu, docteur Henri de Meyendorff, 12 rue Ribéra, Paris 16e, Auteuil 2815, et le Moulin à Fossombrone, Seine-et-Marne. Occupait ses loisirs à l'étude de la Grèce ancienne et avait écrit un petit ouvrage consacré au mythe d'Orphée. Note en bas de page, Orphée et l'orphéisme par Henri de Meyendorff, Paris, édition du Sablier, 1949. Janssen avait assisté pendant quelques mois aux séances de spiritisme qu'organisait Madame de Meyendorff. Il s'agissait de faire parler les morts. J'éprouve une méfiance instinctive et beaucoup de scepticisme vis-à-vis de ce genre de manifestation. Mais je comprends que Janssen, dans une période de grand désarroi, ait eu recours à cela. On voudrait faire parler les morts, on voudrait surtout qu'ils reviennent pour de vrai, et non pas simplement dans nos rêves où ils sont à côté de nous, mais si lointains et si absents. D'après ce qu'il m'avait confié, il avait connu les Meyendorff bien avant l'époque où ils figuraient sur la photo, dans le jardin avec Colette Laurent. Il les avait rencontrés à 19 ans. Puis la guerre avait été déclarée. Comme Madame de Meyendorff était de nationalité américaine, elle et son mari étaient partis pour les États-Unis, laissant à Janssen les clés de leur appartement de Paris et leur maison de campagne où il avait habité pendant les 2 premières années de l'occupation. J'ai souvent pensé que les Meyendorff auraient été les personnes susceptibles de me donner le plus de renseignements sur Janssen. Quand il a quitté Paris, j'avais achevé mon travail. Tous les matériaux que j'avais réunis sur lui étaient contenus dans le cahier rouge Clairefontaine, le répertoire alphabétique et l'album Neige et Soleil qu'il avait eu la gentillesse de m'offrir. Oui, si j'avais voulu écrire un livre sur Janssen, il aurait été nécessaire que je rencontre les Meyendorff et que je prenne note de leurs témoignages.